Frédéric Guéguillon, bonjour. Bonjour Michael Héréo, bonjour. Tu travailles au sein du réseau des Petits Débrouillards, donc en plein cœur des enjeux de l'éducation populaire au quotidien. Qu'est-ce qui t'a amené vers l'éducation populaire et au quotidien, qu'est-ce qui te motive le plus à travers l'éducation populaire? Ce qui m'a amené à l'éducation populaire aux Petits Débrouillards, c'est un peu les hasards de la vie. J'ai un diplôme d'ingénieur, j'ai travaillé dans des grandes entreprises pendant 10 ans, dans une multinationale, Capgemini. Et pour différentes raisons, je suis en mécénat de compétences depuis 8 ans. Et ils m'ont placé donc, c'est-à-dire, ils m'ont mis en mécénat de compétences d'abord dans l'association Culture du Cœur, qui lutte contre l'exclusion par l'accès à la culture, au sport et aux loisirs. Et ensuite, depuis donc 2016, dans l'association Les Petits Débrouillards. Donc c'est ce hasard qui m'a amené dans ce milieu associatif. Je ne pensais pas y arriver et je mesure la chance que j'ai. Après, ça répond aussi à une envie, une nécessité forte intérieure. C'est-à-dire, je suis intervenu pendant très longtemps dans une école où je donnais des cours sur... J'initiais les enfants à l'histoire de l'art et des idées. Et donc cet aspect éducation, transmission a toujours été très important pour moi. J'aime transmettre et j'aime recevoir et je trouve j'aime les idées, j'aime ce qui a été fait, donc ça c'est l'aspect éducation. Sur l'aspect populaire, je viens d'un milieu populaire et je trouve que on n'a pas forcément eu accès à tout ça et j'ai envie d'aider, j'ai envie de changer ça. C'est-à-dire que et c'est pour ça que je suis d'autant plus content d'arriver aux Petits Débrouillards qui, eux, interviennent dans les quartiers populaires, notamment avec leur camion, leur camion pizza transformé en camion labo. Au Grand Voisin, on avait créé l'université populaire, il y a encore ce mot populaire qui revient. Et ce mot populaire, oui, est important pour moi, est important dans ma vie. Le peuple et le populaire, c'est des mots qui font peur parfois, mais pour moi, c'est plutôt des choses qui manquent souvent. C'est-à-dire manque le peuple et manque le populaire. D'accord. Et pendant toute la tournée des tiers-lieux dans laquelle tu as été très investi sur l'organisation, l'animation, il y a un point important que tu as toujours mis en avant, c'est l'art et la culture. L'art et la culture dans les tiers-lieux, pour toi, est-ce que c'est suffisamment présent? Comment ça pourrait être plus présent éventuellement? Nous avons des tiers-lieux culturels où il y avait l'art qui était dominant, par exemple le 6B, qui était là hier. Il y a toujours des actions, il y a des artistes, il y a la culture qui est présente. Mais est-ce que dans notre milieu des transitions, nous mettons à la juste place les artistes et la culture? Je pense, oui, on a parlé de Gramsci chaque fois dans les étapes de la tournée. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que pour changer, pour impacter, pour être efficace, il vaut mieux aborder la personne par les sentiments, les sens, les sensations, et donc globalement par les arts, plutôt que par les sciences, on va dire, la rationalité, par les sciences exactes, avec des discours, que ce soit des tutos, des démonstrations des différentes formes de permaculture. Je ne dis pas qu'il faut les enlever, ça. Je dis juste que j'aimerais qu'on puisse aborder ces questions de transition avec, j'ai envie de dire, quasiment un emballage qui brille, qui est l'emballage de l'art et de la culture. Et effectivement, lors de la tournée des tiers-lieux, dès le départ, on l'avait vu au Grand Voisin. On voulait mettre les arts et la culture au centre, c'est pour ça qu'il y a eu différentes initiatives qui ont porté ses fruits, qui ont apporté beaucoup de joie et qui ont eu de l'efficacité. Je vais vous les citer, c'est par exemple, il y a un artiste qui s'accouvre dans les Arocs, qui est relativement connu, Gontard, qui nous a écrit une musique dont les paroles ont été écrites par les membres de la Convention citoyenne climat. L'ensemble de ces acteurs a pris beaucoup de plaisir à le faire, à continuer à le diffuser, et ça impacte et ça plaît, et ça pose question. Et il y a dans les paroles qui sont chantées des choses qui sont sur la transition, même avec le mot permaculture, c'est possible. Dans chaque étape, nous avons aussi souhaité symboliquement élever un mât de cocagne. Bon, ça a pu se faire que dans 8 des 13 étapes, mais effectivement, ce moment d'élévation du mât de cocagne, qui est au final une structure
qui s'élève en bois, en matériaux recyclables, mais assez haut et qui a un objectif d'être pérenne, c'était le moment artistique, et dans chaque étape, ce moment a donné lieu, oui, à un symbole, une coopération, quelque chose, un élan qui s'est lancé, qui était intéressant. On a, je m'occupe là à faire autrement des projections. On a eu dans la tournée également la projection, le projet de l'artiste Benjamin Béni, qui a dans chacune de nos étapes installé une tente et mis en place un dispositif où les gens se parlent sans se voir et après ils se découvrent, qui est très touchant, très sensible, qui parle d'amour, de cœur, des choses qui sont un peu compliquées à parler dans le monde de la transition. Et là aussi une grande réussite. Dans la projection, la salle, il y a eu quelques larmes qui ont été coulées et donc toujours quelque chose de transition. Donc voilà, pour répondre à ta question sur les arts et les cultures, je peux continuer, mais... Et donc, la tournée des tiers-lieux s'est terminée en juillet dernier. Là, nous sommes en septembre 2022. On se retrouve cette fois-ci au festival Faire Autrement. Derrière le concept de Faire Autrement, qui est très large, toi, ça évoque quoi le Faire Autrement? Comment tu transposes ça de ton point de vue? On fait autrement, dans les tiers-lieux, on fait autrement depuis, on fait autrement, mais tout le monde fait autrement, on fait autrement depuis, en fait, se faire autrement, on ne le demande pas, on veut continuer à penser à faire autrement, faire différemment, en dehors des sentiers qui sont déjà tout prédéfinis, avec des acteurs qui ne sont pas forcément logiques, je veux dire, et casser surtout toutes ces bulles de communauté. Qui me semble. C'est pour ça que se faire autrement déjà, il est dans se faire autrement dans ce festival, parce que nous sommes des mouvements de transition, tous les milieux associatifs, et nous venons dans un monument historique. Nous venons dans un endroit qui n'avait pas forcément des trop grands liens avec les associations. Et dans se faire autrement, il y a aussi quelque chose qui est de nécessaire et logique, c'est-à-dire le Familistère de Guise donne des racines à nos mondes des transitions. Donc nous, on a les ailes, on a les solutions, on a les expériences réussies, on a les tiers-lieux qui fonctionnent, on a tous les jeunes qui veulent venir travailler. Mais c'est vrai que tous ces tiers-lieux, 2000 en France, ou tous ces mouvements, la question des racines, d'où on vient, quel était notre passé, on a des expériences, on a des penseurs qui ont existé. Mais ce lieu du Familistère de Guise était à notre sens, oui, trop peu connu des transitions, et donc de faire ce festival Faire Autrement à Guise, c'est déjà en faire autrement. Voilà ce que ça m'évoque déjà. Et qu'il y a un besoin de faire autrement dans les tiers-lieux, c'est-à-dire d'avoir une prise de recul, un petit peu en arrière, et que tous les tiers-lieux puissent pas avoir un commun. Souvent, on est avec des gens qui ne se connaissent peu. Souvent, on nous remercie. Les gens nous remercient de les avoir réunis. On est là. Donc voilà sur le faire autrement. Je pense qu'on est obligé de faire. Mais peut-être vous citez l'exemple comment faire autrement. Au Grand Voisin, nous avions des enfants non scolarisés dans ce tiers-lieu. Nous avions des bâtiments qui étaient encore vides. Donc, nous avions deux nécessités de chaque côté. On les a juste réunies. Nous avons donc pendant 3 mois, avec les habitants du quartier, troisième nécessité, parce qu'ils demandaient à aider, avec les habitants du quartier, mis en place un dispositif éducatif d'urgence pour ces 12 enfants non scolarisés. Donc, se faire autrement, on aurait quasiment pu pour moi, le paraphraser à faire plus simple. On parlait de la citation de Spinoza la dernière fois, la liberté, c'est épouser la nécessité. Donc faire avec liberté, faire librement les choses, donc faire librement les choses qui sont nécessaires, faire les choses qui sont nécessaires, donc faire autrement. Il y a plusieurs façons de faire autrement. Bien sûr. Il y a plusieurs façons, il n'y en a pas une, nous n'avons ni recette de tiers-lieu, ni recette de faire autrement. Mais il y a une nécessité d'expérimenter. Nécessité d'aller vers les choses qui nous appellent et qui sont nécessaires, les mariages qui sont naturels. Tu vois, par exemple là, voilà, je te laisse continuer. Non, mais c'est complètement l'illustration du concept d'hybridation, effectivement, qui est sous-jacent au monde des tiers-lieux.
provoquer la rencontre et le mélange des mondes. Et puis finalement, ce que tu viens d'évoquer avec l'expérience des grands voisins, faire autrement, c'est peut-être faire avec du bon sens parfois, des choses qui peuvent paraître évidentes, mais qu'on a trop tendance à mettre de côté. Oui, là, le bon sens, mais qu'est-ce qu'est l'opposé de faire avec du bon sens? C'est vrai qu'aujourd'hui, la paperasse, les règles pour se mettre en action, ou les procédures pour se mettre en action, sont tellement importantes qu'avant qu'on ait fini la procédure, l'action n'est plus nécessaire. J'ai appris avec les petits débrouillards cette réactivité dans l'action. Si on revient sur l'exemple de l'école des petits voisins, on a eu le go pour avoir la maison, où on pouvait faire l'école. Ouais. On avait les enfants qui avaient envie de venir. On y allait tout de suite. On l'a fait tout de suite, indépendamment de toutes les barrières procédurales et administratives. Ouais. C'est après qu'on les a régularisées. Pour moi, il est compliqué de faire autrement. Il sera compliqué de faire autrement si la charge administrative, la charge de procédure qui précède les actions ne diminue pas. Et tu parles beaucoup du rapport au temps, c'est de savoir d'où on vient, des racines, et puis d'agir dans l'instant présent et avec le bon timing, en évitant les contraintes éventuelles pour faire en sorte que l'action soit vraiment en phase avec les besoins du moment. Oui, le rapport au temps m'importe dans le passé, mais également dans le futur. Mais le futur, c'est un peu délicat, déjà on ne le connaît pas. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à travailler dans les transitions, je savais qu'on ne faisait pas des choses qui étaient dans le mass média. On faisait des choses pour un demain possible et désirable, mais que ce n'était pas à la mode, ou que ce n'était pas partagé par tous. Je pensais que c'était qu'on rentrait dans la citation de Nietzsche, justement. C'est l'après-demain qui m'intéresse, certains naissent posthumes. Mais au final, cette notion au temps, c'est pas l'après-demain. De plus en plus, j'ai l'impression que on est plutôt sur l'après, après-demain. Ouais. C'est-à-dire que les choses qui sont à créer, le tissu, l'ensemble des tissus pour relier tous ces écosystèmes, l'ensemble des formations, l'ensemble des garanties, tout ça, je découvre, j'ai découvert que ne sont pas, la relation au temps, elle n'est pas sur du ressort de l'après-demain, mais elle est plutôt sur plusieurs après encore. Ça tombe bien parce que c'est une première édition du festival qui a vocation à se répéter avec des biennales, donc on aura l'occasion de se retrouver demain, après-demain et après-demain. Oui. Merci Frédéric. Merci Michael, merci au Grand Auban et merci pour votre implication sur la tournée des tiers-lieux. C'était une grande joie qui était partagée. Merci beaucoup.